Eric, tu vas nous parler, alors toujours sur l'épaule, hein, toujours sur le judoka, mais là sur un contexte un petit peu différent qui est instabilisé. Bon, même jeu, 9 minutes de parole, 1 minute avant la fin, tu auras un petit coup de sonnette. Merci. Bon, bonjour à tous. Donc, je vais faire un point simple sur l'instabilité antérieure d'épaule. Les lésions, finalement, les données sont connues depuis très longtemps. Donc, je vais faire un rappel anatomopathologique dans un premier temps. Comment on avance? C'est où? Donc, la lésion de Bankart, déjà la lésion de base, c'est une lésion qui est décrite depuis plus d'un siècle. Dans un premier épisode de luxation, la lésion de Bankart est présente dans plus de 90% des cas. Bon, pardon, en arrière. Vous pouvez retourner en arrière, s'il vous plaît? C'est très important, j'appuie sur rien, de le savoir parce que ça fait qu'il ne faut pas proposer une chirurgie sur juste une lésion de Bankart après une première luxation. Ça paraît excessif et pourtant c'est une mode qui était présente ces dernières années. La lésion de Glenn, ce qui est le pendant sur la Glenn, donc au niveau en aigu, on peut avoir une fracture du rebord antéro-inférieur qui peut être de petite taille, qui peut consolider sur la partie, en partie interne sans forcément gêner. Certains chirurgiens considèrent que quand elle est de grande taille, donc plus de 30% de la surface de la Glenn, et qu'elle est déplacée, il faut pouvoir savoir discuter une fixation chirurgicale de cette fracture de Glenn. Le plus souvent, on a le cas en chronique avec donc, une pseudarthrose d'un petit fragment de Glenn, voire un éculement par le fait que le petit fragment n'est plus mis en contrainte et se résorbe spontanément. Ces lésions de Glenn sont clairement des facteurs de récidive de luxation. Ça, c'est admis. Au niveau huméral, l'encoche postérieure, donc décrite au XIXe siècle par Malgaigne. Donc le principe, c'est une fracture par impaction de la tête sur le bord antéro-interne de la Glenn. C'est clairement un facteur de récidive. La taille est fréquente. La taille est variable en fonction des traumatismes. Il y a eu des techniques de comblement. Actuellement, les techniques de comblement les plus modernes sont des ténodèses du sous-épineux, c'est-à-dire qu'on replaque le sous-épineux dans l'encoche. C'est pas un geste qui doit être fait de façon isolée, ça je pense que tous les chirurgiens sont d'accord, mais qui peut être associé lors d'une procédure arthroscopique. Et ne pas oublier les fractures du trochiter qui seraient protectrices de la récidive et savoir penser aux ruptures de coiffe après 50 ans après luxation. Alors, le plus important, l'évolution naturelle non opérée. Alors, il y a des vieilles séries de McLaughlin, Rowe, qui étaient rétrospectives, et plus récemment, une série d'Ovellus, qui est une série prospective avec un suivi à plus de 10 ans, donc qui est assez intéressante. Globalement, j'ai fait la synthèse de ces études. L'épisode est unique dans 50% des cas après une luxation. Donc ça, c'est intéressant quand même d'avoir ce cas. On n'est pas dans la récidive systématique. Les luxations qui récidivent, dans le délai moyen, c'est entre 6 mois et 2 ans. Donc finalement, c'est à peu près le délai de la reprise du sport. Avant 20 ans, il y a une partition des récidives en fonction de l'âge, ça tout le monde connaît ça. Avant 20 ans, on a vraiment un taux de récidive important, de luxation vraie, plus de 90%. Entre 20 et 40 ans, on a encore des récidives fréquentes, donc à peu près 60%. Et c'est après 40 ans que ça chute. Et important, Vélus a trouvé que après une récidive, on n'a pas forcément une troisième récidive. Et enfin, il y a tout un tas d'épaules qui ne sont pas des luxations récidivantes, qui donnent des épaules inconfortables. Donc, soit par subluxation, donc des luxations auto-réduites, soit des épaules douloureuses, avec des lésions d'imagerie, les lésions d'instabilité à l'imagerie. Troisième chose, on peut avoir une modification du geste ou du niveau sportif. Historiquement, dans les années 70-80, on réparait les lésions par abord direct, on retendait la capsule, on réinsérait le bourrelet. Voilà, c'était le Bankart à ciel ouvert. Ça donnait des résultats plutôt corrects, mais il y avait quand même des récidives et c'était quand même enraidissant. Parallèlement, la butée, qui est quand même franco-française à la base, a été développée. Donc le principe, c'est le prélèvement coracoïde qu'on transfère en avant de la Glenn à travers une brèche qu'on fait dans le sous-scapulaire. Au niveau technique, il faut savoir ce qu'on fait. On aborde par voie deltopectorale, on coupe le lac, le petit pectoral, on fait une osteotomie de la coracoïde au niveau de son genou, on prépare la butée, on avive, donc on ouvre le sous-scapulaire,
sans l'abîmer, on avive les deux portions, donc la coracoïde et la glène. Ça, c'est très important. Il faut une fixation solide. Il y a des fixations, il y a des positionnements debout qui peuvent se faire plutôt qu'une bouteille couchée comme ça, ce qui ne change pas foncièrement les résultats. Le principe, c'est qu'il y a un double verrouillage. Il y a un butoir osseux antérieur, donc qui comble le défect glénidien, et surtout un effet tendineux qui est majoritaire avec un effet hamac en abduction-rotation externe et une tension du tendon coracobiceps qui a un effet stabilisateur. C'est cet effet qui est le principal. Certains y rajoutent une petite plastie avec le résidu de lac, ce que vous pouvez entendre dans le terme de triple verrouillage, mais je pense que c'est accessoire. Les résultats sont bons. On a moins de 5% de récidive dans les séries globalement de luxation après butée. Alors, les années 90, c'est l'arrivée de l'arthroscopie, le développement de la Société française d'arthroscopie, donc explosion de l'arthroscopie, beaucoup de promotion par les laboratoires, un grand développement du bancard sous arthroscopie, qui donne des bons résultats, mais qui posait le problème d'avoir un taux de récidive un petit peu supérieur globalement, si on prend l'ensemble des patients, que la technique de butée. L'avantage est esthétique. Le problème aussi, c'est moins lourd. Une récidive après bancard, on peut toujours refaire un bancard ou faire une butée. Donc, c'est moins invasif. La reprise est facile. Donc, techniquement, le bancard, il faut comprendre qu'il faut redécoller tout le complexe labro-capsulaire, bien avivé, toujours dans cette chirurgie. Et puis, on replaque le bourrelet, on recrée bourrelet. Et l'effet principal, comme dans la butée, c'est pas de recréer le bourrelet, c'est la retention du sud vers le nord, donc du bas vers le haut, de tout le complexe ligamentaire inférieur, le ligament glénomérular inférieur. C'est ça l'effet. Un bon bancard, c'est un bancard qui fait ça. Malgré tout, il y a des récidives. Pascal Boileau a fait une belle étude sur les résultats du bancard après 2000. Il a donc inclus 6 critères. On voit très bien que les critères, ça monte vite. En fait, c'est sur 10 points. Il y a l'âge, le niveau de sport, le type de sport, l'hyperlaxité et les lésions osseuses. Très rapidement, on a un score à 5-6 sur des luxations récidivantes. Dès qu'on est chez les sportifs, ça monte vite. Un petit point sur les types d'hyperlaxité qu'il faut savoir rechercher. Il y en a 3, l'hyperabduction, l'hyperrotation interne et l'hyperlaxité inférieure avec le sulcus. Alors, ces tests sont souvent, globalement, quand on en a un, souvent on a les 3 quand même, globalement. Il y a des gens qui ont une appréhension lors de ces tests, et donc il faut savoir tester le côté contralatéral, c'est très important. Donc un signe d'hyperlaxité, je pense qu'il faut les classer dans les hyperlaxes. Les résultats, globalement, sont sans appel. Il faut un score très bas, 0, 1 ou 2, pour avoir un bon résultat du bancard. Dans ce cas, le bancard est une très bonne technique. Il y a quand même pas mal de patients qui sont dans ces cas-là, globalement, dans la population instable. Et dès qu'on monte un petit peu dans le score, là, on a un taux élevé. Oh, je suis en retard. Alors, globalement, juste 2 petites minutes, on discutera un peu. Donc on se retrouve face à deux écoles, le bancard et le Latarjet. Les gens, ils ont voulu allier la cosmétique de l'arthroscopie avec la fiabilité de la butée, et explosion de la butée arthroscopique dans les années après 2005, avec beaucoup d'accidents. Il y avait eu des lésions du nerf axillaire, des pseudarthroses de butée, des résultats anatomiques qui n'étaient pas top. Et des résultats par contre fonctionnels qui étaient corrects. Donc développement d'une procédure mini-invasive de butée avec des petites incisions d'environ 6 cm qui donnent des bons résultats. Donc les indications globalement maintenant sont assez carrées. Le jeune sportif de combat, lésions osseuses et ou hyperlaxité, la butée, ça marche très bien. Les lésions du bourrelet chez les patients un petit peu moins jeunes ou qui présentent des tableaux moins typiques, ou chez les gens qui refusent la cicatrice, donnent des bons résultats. Et enfin, dans ces épaules un peu bâtardes, il faut savoir pratiquer la rééducation et avoir une pratique arthroscopique limitée. En conclusion, la butée est fiable chez le jeune sportif à risque avec des lésions osseuses, donc le patient à risque de récidive. Le bancard arthroscopique, c'est une très bonne technique dans ces tableaux intermédiaires à score ESIS bas. C'est un cas classique finalement d'une consultation. On n'a pas que des sportifs d'armée. Et enfin, savoir s'abstenir quand il y a un doute sur la direction de l'instabilité ou la véracité des épisodes de luxation. Merci.
Merci pour ta ponctualité, Eric. Question dans la salle. Ça, c'est un phénomène fréquent dans la pratique du judo. Hein. Les autres sports, je connais un petit peu moins, mais les lésions du membre supérieur, dans les statistiques qu'on a pu tenir, l'épaule arrive pratiquement en première position avec le cumul des accombos claviculaires et des lésions gléno-humérales. Oui. C'est quand il y a pas, quand cliniquement tu n'as pas de signes d'instabilité antérieure, donc à l'appréhension, tous tes tests cliniques, qu'à l'imagerie tu n'as pas d'image franche, de osseuse, labrale, et que l'histoire n'est pas claire. Et finalement c'est assez fréquent, surtout chez des patients un petit peu fragiles psychiatriquement. C'est une notion qu'il faut faire intervenir. Ouais, ça a mis un petit peu le silence dans la salle, mais je pense que c'est un bon aspect des choses qu'il faut, mais on dire. Moi, je trouve qu'on voit beaucoup de gens qui viennent pour des pseudo-luxations. Enfin, c'est finalement plus fréquent que le beau tableau qu'en tant que chirurgien on aime avoir. On a beaucoup de gens qui viennent pour l'épaule qui craque, quoi. Bonne remarque. Et je pense que c'est intéressant dans ton topo d'avoir donné cette espèce de troisième position là. Ouais, c'est des épaules. Ouais, c'est bien. Faut juste pas mettre son nez dedans chirurgicalement, et puis après les choses peuvent s'arranger. Bien. Merci Eric. Merci.